Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'annoncer notre magazine À votre santé, donc un magazine organisé en collaboration avec le groupe Genevois des médecins gériatres. J'ai le plaisir d'accueillir la doctoresse Irène Bonada. Vous êtes docteur en médecine interne, médecine générale et gériatrie. Et d'accueillir le docteur Cyrus Azegui. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Merci de participer à notre programme et surtout de le concevoir, parce qu'en fait, c'est vous qui faites les contenus et les présentations. Alors, je vous laisse la parole et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci à vous tous. Je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous. Alors, en tant que responsable de ces programmes que certains d'entre vous, voire la majorité, connaissent déjà, on a pu reprendre les conférences en présentiel, ce qui est très bien. Et souvent, vous l'avez remarqué, je m'associe, moi qui suis gériatre et interniste, à, disons, un psychiatre pour que sur des aspects qui touchent plutôt tant les aspects somatiques que les aspects psychiques de la médecine, c'est utile d'avoir un regard différent que celui du médecin généraliste, interniste ou gériatre pur et dur, et d'avoir le volet psychique qui est exploré avec un spécialiste, d'où l'idée de faire ces conférences-là qui touchent les deux aspects avec le docteur Azegui que vous connaissez déjà également. Qui traitera donc plus des aspects du sommeil qui ont trait à la psyché, donc au psychisme. Alors aujourd'hui, on a décidé, selon le programme qui malheureusement a été, vous avez vu, amputé à cause du Covid, de vous parler du sommeil et de ses particularités. Alors, Voilà, je cède la bonjour. parole. Donc quelques généralités pour commencer ce sujet qui est très vaste, hein. On ne pourra pas entrer dans tous les détails, mais on va essayer de donner un aperçu global et de parler de quelques troubles du sommeil, quelques pathologies liées au sommeil qui concernent plus ou moins tout le monde à un moment donné, sous différentes formes. Alors, on sait que le sommeil, c'est une fonction indispensable à la vie, hein. On passe un tiers environ de notre vie à dormir finalement, donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Par contre, c'est une discipline dans la médecine qui est venue assez tard. On a commencé à explorer de façon scientifique, précise, le sommeil dans les années 1929-1930. Et la spécialité qui s'occupe du sommeil s'appelle la somnologie. Dormir, c'est pas seulement un processus passif où s'installe un vide et où rien ne se passe. En fait, on verra que pendant le sommeil, le cerveau reste très actif. Hein, il y a plein de phénomènes qui s'y déroulent, plein de fonctions qui s'activent. Et puis, on a pu explorer justement différentes phases du sommeil, séparer différentes phases de sommeil. Donc, le sommeil, en fait, est un ensemble de phénomènes qui se déroulent durant plusieurs heures sur la nuit en général. En parlant des troubles du sommeil, donc ça intéresse beaucoup de monde, on voit que c'est un problème très très prévalent. Il y a presque la moitié de la population, c'est des études qui concernent la population suisse, environ 44% de la population suisse, des personnes au-delà de 65 ans, qui déclarent souffrir et qui ont un problème de sommeil, un trouble du sommeil de différentes formes. Heureusement, la plupart de ces problèmes sont plutôt légers, hein, les 2 tiers, c'est des problèmes légers. Un tiers, c'est un problème modéré qui influence déjà ou qui péjore la qualité de vie. Et puis une petite minorité, environ 5%, souffre d'un problème de sommeil sévère qui nécessite un traitement, qui vraiment est un problème médical important. Le problème principal dans les troubles du sommeil, le plus fréquent, c'est l'insomnie. On verra qu'il y a d'autres types de troubles du sommeil, comme les parasomnies, les cauchemars, les problèmes de mouvement durant le sommeil. Mais l'insomnie, c'est vraiment le problème le plus fréquent. Il est présent chez presque un tiers des personnes d'âge au-delà de 65 ans. Chez les plus jeunes, c'est aussi prévalent, mais un petit peu moins fréquent. Et pour dire qu'avec l'âge, en fait, malheureusement, les troubles du sommeil ont tendance à augmenter. Il y a souvent des raisons qu'on verra qui sont des problèmes physiques qui gênent le sommeil ou des problèmes d'ordre psychique ou psychiatrique qui entraînent secondairement des troubles du sommeil. Alors maintenant, qu'est-ce que le sommeil normal? Évidemment, la première question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Vous avez vu que volontairement, on veut parler du sommeil et pas que des troubles du sommeil. Donc, c'est pour mettre l'accent sur ce qu'est le sommeil normal. Alors, on dit une moyenne de 7h30, ce qui est déjà beaucoup. Et là, quand on parle de cette moyenne de 7h30 de sommeil, on parle essentiellement pour l'adulte. On verra que cette moyenne se raccourcit avec l'âge. Donc, en gros, avec l'âge,
on a tendance à dormir de façon continue moins longtemps. C'est pas pathologique, c'est comme ça. On va même tenter des explications par rapport à cela, mais juste vous dire que la moyenne de 7h30 de sommeil par nuit, on dit par nuit pour les gens évidemment en excluant ceux qui travaillent de jour, hein, qui sont quand même l'exception, mais moyenne donc plutôt adulte. Entre quelques heures et 10 heures, ça c'est pour donner une moyenne un peu plus large. 47% dorment moins, on pense que c'est essentiellement lié aux contraintes professionnelles, et 5% plus de 9 heures. Ces statistiques, je ne les ai pas revues parce qu'il n'y a pas encore d'études, mais il semblerait qu'en période de Covid, vu qu'il y a eu plus de télétravail, probablement les gens ont un peu basculé dans les horaires en se réveillant plus tard le matin, probablement en travaillant plus tard le soir, mais que sur la durée, on reste sur quelque chose d'à peu près équivalent. Alors, savoir que la privation de sommeil, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions somatiques, donc physiques, pour la santé globale. On a donné quelques exemples, notamment sur le système cardiovasculaire, avec une prévalence ou une augmentation des problèmes liés à l'hypertension artérielle, les troubles digestifs, même des troubles neurologiques. Et puis, on dit, bon, selon les études, trop dormir serait aussi nocif pour la santé, peut-être par rapport à la passivité ou peut-être par rapport à l'état d'éveil-sommeil que ça engendre. Moi, je n'ai pas tellement de notions au-delà de ça. C'était pour restituer ce qui a été pris et relevé dans les études récentes. Alors, à nouveau, en tant que médecin interniste, les conséquences des troubles du sommeil chroniques, donc quand c'est quelque chose qui n'arrive pas de façon épisodique mais qui se répète, c'est un ensemble, si vous voulez, de soucis qui ont trait globalement à la santé des gens. Alors, on va avoir une augmentation du risque de chute. Ça, on pense que c'est probablement parce que un ensemble de systèmes, notamment neurologiques, mais même moteurs, même ostéo-articulaires, vont réduire cette capacité à prévenir la chute et donc le risque de chute lui-même est augmenté. Rappelons que les chutes, pour ceux qui ont assisté à nos conférences qui ont eu lieu sur les chutes, donc à plusieurs années de distance, mais de façon successive, les chutes, c'est une des causes majeures, je dirais, d'hospitalisation en urgence de l'AG. Donc, augmentation du risque de chute par manque de sommeil, c'est clair que c'est quelque chose de fréquent et qui, bien entendu, doit nous interpeller. Attention aussi à un autre aspect. On a souvent parlé également de troubles cognitifs ici en séance. Donc, on a également une aggravation par manque de sommeil des troubles cognitifs, donc tout ce qui a trait à la démence et aux pathologies démentielles. Probablement parce que, à nouveau, le cerveau, les sollicitations neuronales sont, disons, majeures parce qu'il n'y a pas eu ou moins eu de répit pendant la nuit et que du fait, on aurait une aggravation de ces troubles. Se rappeler que dans les troubles, on peut avoir aussi des troubles comportementaux qui peuvent aller de l'irritabilité à la personne qui est carrément agressive verbalement ou physiquement. Une baisse de la résistance au stress de la vie quotidienne, ça peut-être on l'a tous testé une fois quand on avait peu ou mal dormi et qu'au lendemain, professionnellement parlant, on nous demandait de faire quelque chose d'un peu plus, je dirais, solide, voire même d'habituel, et que tout d'un coup, on était beaucoup plus vite tendu, pour ne pas dire stressé, parce que simplement, évidemment, on avait moins eu le temps de se reposer. Une fragilisation des défenses immunitaires, ça c'est capital, et ça semble vraiment être retrouvé dans toutes les études. Et en fin de compte, ça veut dire plus vulnérable en termes humains par rapport à n'importe quelle agression venant de n'importe quel germe. Donc, moins être apte à se défendre. Ça aussi, on l'a peut-être à un moment donné tous un peu testé. C'est la personne qui tombe malade pendant sa semaine de vacances alors que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas de vacances, par exemple. Alors, une des explications, ça pourrait être que justement, les défenses immunitaires sont un peu affaiblies par une longue période où peut-être il y a eu moins de sommeil, moins de récupération, et du coup,
pourquoi pas une fragilisation qui fait que on tombe malade à ce moment-là, hein. Souvent, on entend dire, mais mince, je suis vraiment tombée malade, c'était juste pendant les vacances. Bon, ça n'explique pas à 100%, mais ça pourrait être une façon de le comprendre. On a également des troubles du comportement diurne. Alors justement, des gens qui peuvent être moins patients, hein. Quand je dis irritable, c'est peut-être le sommet, mais je dis moins patient. Simplement, on peut voir moins patient avec des enfants, moins patient avec des proches, moins patient avec des collègues. Et puis, une aggravation des troubles psychiatriques, dont le docteur Azegui vous parlera tout à l'heure, et un risque accru de dépendance aux psychotropes, notamment médicaments, alcool, tabac. Oui, on sait que c'est une escalade parce qu'on ne dort pas, on est fatigué, on commence à prendre un médicament, 2, 3 si on a à disposition, ou alors de multiplier les prescriptions, ou alors simplement, on sait, entre guillemets, quel est l'appui que peut apporter par rapport au sommeil l'alcool. On en avait fait d'ailleurs un objet de conférence. Le tabac étant plutôt quelque chose qui va nous maintenir en éveil, mais justement, donc, qui va avoir une conséquence directe sur le sommeil. Donc, risque accru de dépendance aux psychotropes. Donc là, vous avez vraiment un tableau un petit peu de quelles peuvent être les conséquences de tout cela. Passons par la mythologie, parce que je trouve sympa d'alterner un petit peu les problématiques plus médicales, pures et dures, avec quelque chose de plus historique. Alors, dans la mythologie grecque, hypnose, tous les termes qui en découlent, personnifiait donc le sommeil. Et puis, il possède le pouvoir absolu d'endormir aussi bien les hommes que les dieux. Hein. Attention, il y avait toujours ce mélange dans la mythologie entre hommes et dieux, ceux qui étaient moitié dieux, voire pas dieux du tout. Et puis, le fils, en fait, il y avait deux fils qui étaient en fait jumeaux. Il y avait un fils qui était la nuit et l'autre qui était la mort. Alors, il y a toujours eu une liaison très forte, même en littérature, entre la mort et le sommeil profond notamment. Donc, c'est intéressant de savoir que dans la mythologie, se partageaient en fait ces deux aspects, deux frères jumeaux, peut-être pour bien consolider cette dualité, celle de la mort avec la nuit, et ne pas confondre justement le sommeil avec Morphée, puisqu'actuellement on dit souvent dans les bras de Morphée, et on a l'impression que Morphée signifie le sommeil. Non, Morphée était le dieu des songes, donc quelque part le dieu des rêves, et puis il apportait justement cela aux dormeurs. Donc se rappeler Morphée, c'est vraiment le dieu des songes. Voilà, alors, ce petit intermède mythologique, on repart sur des choses un peu plus formelles. Donc, pour séparer un peu les différents types, comme j'ai dit, le sommeil est un vaste ensemble de dimensions. Donc, on sépare deux grandes catégories qu'on appelle les dysomnies, donc anomalies du sommeil, qui comprennent les insomnies, le phénomène le plus classique que tout le monde connaît plus ou moins. Mais il y a aussi l'inverse, les hypersomnies, c'est aussi un trouble du sommeil, donc le sommeil excessif, ce n'est pas un sommeil normal. Et puis encore une catégorie qui est ni une question de trop ou pas assez dormir, mais plutôt une perturbation du rythme du sommeil. Par exemple des décalages, on dort le jour et pas la nuit, on a des interruptions durant la nuit et on se rendort le jour. On appelle ça les troubles du rythme circadien, puisque normalement, on considère que le sommeil est plus ou moins confiné dans la nuit, et le jour, on est en activité. Mais on verra que ce n'est pas si simple et que ça peut être perturbé à de multiples façons. Et puis l'autre grande catégorie, qui est un peu plus spécifique, spéciale, dont on parlera moins, s'appelle les parasomnies. Donc là, ça correspond à des troubles du comportement, des phénomènes qui se déroulent durant le sommeil, qui peuvent perturber le sommeil. Les cauchemars, c'est une forme de parasomnie. Quand ils deviennent très, très forts, ils gênent le sommeil. C'est des réveils en sursaut, c'est des perturbations du rythme cardiaque, etc. pendant la nuit. Un phénomène qu'on appelle les terreurs nocturnes, qui est assez rare, mais c'est l'impression qu'il va arriver quelque chose d'horrible. Ça concerne surtout les personnes plus jeunes, voire les enfants, avec aussi des réveils comme ça brutaux durant la nuit. Le somnambulisme, tout le monde connaît ça. On le voit rarement, il faut dire, mais c'est toujours quelque chose d'assez spectaculaire. Donc c'est une activité physique, voire un comportement vers aller se déplacer chez soi ou chercher quelque chose dans le frigo, qui se passe alors qu'on est en état de sommeil, donc dont on ne garde pas conscience, qu'on ne peut pas contrôler. Ça s'appelle le somnambulisme. Puis encore un phénomène qu'on appelle la paralysie du sommeil. Ce serait un peu
un phénomène où la personne se réveille, veut commencer à bouger, puis se rend compte qu'elle n'arrive plus. C'est très transitoire, et ça, c'est des choses un petit peu subtiles, où il y a un dérèglement des phénomènes d'activation, désactivation, qui normalement sont réglés de façon naturelle durant le sommeil. Les parasomnies, peut-être pour donner un exemple, ça peut survenir lors de problèmes de PTSD, c'est juste, hein, essentiellement. Oui, alors il y a souvent des causes psychiques, psychiatriques qui déclenchent des parasomnies, des états anxieux très forts, des traumatismes psychologiques, des émotions très fortes qu'on traverse, qui peuvent engendrer après des perturbations durant la nuit, Ça, une ça peut, répercussion. ça peut vous évoquer justement les récits des personnes qui reviennent de tremblements de terre, de guerre, etc., où on a souvent, en testant et en examinant ces personnes, retrouvé cauchemars, terreurs nocturnes, qui correspondaient en fait à un vécu très violent, douloureux, psychique, qui se répercute ensuite sous forme de parasomnie au moment du sommeil. Alors pour schématiser cette répartition, cette classification, donc les troubles du sommeil, un grand ensemble, des troubles du sommeil primaires, c'est-à-dire qui viennent sans cause évidente, il y a juste le trouble du sommeil, des troubles du sommeil qui sont secondaires à un trouble mental, donc il y a une affection psychique ou psychiatrique qui perturbe le sommeil, ou alors un trouble du sommeil qui est dû à une cause plutôt physique, hein. On verra qu'il y a des multiples causes, on a déjà un petit peu parlé. Et on doit encore parler de cette catégorie qui prend, c'est vrai, plus d'importance à notre époque, hein. C'est ceux qui sont induits par une substance, donc des consommations excessives d'alcool, par exemple, consommation de certains médicaments, les drogues, évidemment. Et puis on pourrait ajouter maintenant, ça se développe plus en plus, tout ce qui est aussi comportement addictif, utilisation d'Internet, tout ce qui est la surutilisation d'activités qu'on n'avait pas vraiment avant, hein, le téléphone pendant la nuit, des choses comme ça, qui forcément provoquent des troubles du sommeil. Ce que vous entendez par rapport aux jeunes, aux adolescents et autres, qui a une répercussion, bien entendu, sur le sommeil, hein. Le jeune, par exemple, qui est sur les réseaux sociaux durant la nuit en cachant son téléphone sous le duvet, hein, bah, évidemment, il ne va pas pouvoir s'endormir et pas avoir un sommeil, ça semble évident, réparateur comme avant. Donc ça, c'est un volet plutôt neuf, hein, pour nous, mais qui vraiment a une répercussion sur la population jeune très important actuellement. Jeune et moins jeune. Jeune et moins jeune. Ouais, quand même plus jeune dans l'activité, je dirais, nocturne. Alors, toujours dans des grandes considérations, l'insomnie, c'est le trouble le plus fréquent. On parle d'insomnie chronique quand elles deviennent vraiment répétées toutes les nuits sur plus de 3 mois, hein. Là, ça devient un problème dont il faut vraiment se préoccuper, qu'il faut essayer de résoudre. Dans les plus des 3 quarts des cas, il y a une cause physique ou psychiatrique qu'on peut déterminer, qui, si on la résout, va permettre de résoudre secondairement le trouble du sommeil. Mais il y a aussi des insomnies primaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt lié à des mauvaises habitudes de vie, mauvaise hygiène du sommeil, ou alors des phénomènes, malheureusement, certaines personnes ont une mauvaise génétique par rapport au sommeil, probablement, et ce sont des mauvais dormeurs. C'est une petite catégorie. Et puis les autres insomnies secondaires, donc, qu'on détaillera un petit peu. Très brièvement, les insomnies transitoires à court terme, qui peuvent arriver chez tout le monde, il ne faut pas en faire un problème grave, il ne faut pas paniquer ou s'inquiéter forcément. Quand il y a des causes comme un changement, on a déménagé, on dort dans un endroit qui n'est pas habituel, il s'est passé quelque chose de spécial chez nous, donc ça peut perturber une nuit, c'est pas pour ça qu'on va développer des insomnies chroniques, hein. Le jet lag, donc ça veut dire les voyages, les déplacements de fuseaux horaires, ça engendre des problèmes de décalage qui se résolvent en général après. Des problèmes de confort durant la nuit, hein, évidemment, trop de bruit, des températures trop chaudes, etc. Donc ça peut gêner. Des phénomènes de stress, hein, comme on disait, une dispute, un examen qui laisse de fortes émotions en mémoire et qui vont perturber la nuit qui suit. Des phénomènes médicaux aigus, hein, dans les périodes où évidemment on a un problème de santé aigu, on ne peut pas en général bien dormir, mais ça ne va pas créer une insomnie durable si on se remet gentiment. Et puis des prises de substances ou de médicaments, trop de café aussi, la cigarette, la nicotine est un excitant, si on fume le soir, etc. Donc tous ces phénomènes qu'il faut vraiment bien circonscrire avant de dire « Ah, j'ai un problème de sommeil, il faut que je prenne des médicaments ou que je traite ». Déjà enlever
les causes évidentes qui peuvent perturber la nuit. Donc certaines C'est à moi. espèces ont une grande capacité à dormir, Mieux que nous, hein. même sans oreiller. C'est moi. Alors, dans l'évolution physiologique du sommeil, bon ben voilà, le nouveau-né, on s'en rappelle peut-être pas, mais on se rappelle si on a eu des enfants, il dort plus longtemps, bien sûr, qu'à l'âge adulte. Ensuite, se met en place progressivement le rythme que l'on appelle nictéméral, dont on a parlé tout à l'heure, donc un rythme de jour et de nuit, avec les structurations des stades du sommeil dont le docteur Azegui va vous parler brièvement tout à l'heure, parce qu'on a donc dit que le sommeil, c'est pas le cerveau fait dodo avec nous, nous on fait dodo, mais le cerveau pas. D'accord? Donc le cerveau, pendant la nuit, travaille. Et donc, ce sont ces fameuses structurations dont on parle là, en stade en fait du sommeil, qui correspondent à différentes activités que l'on peut enregistrer par un électroencéphalogramme. Et puis, on pense qu'une de ces parties de sommeil qui s'appelle le REM, dont le docteur Azegui va aussi parler, est plus importante dans l'enfance. Et puis, qu'environ, ce que je vous disais tout à l'heure, on perd quelques minutes de sommeil tous les 10 ans. Raison pour laquelle, probablement de façon physiologique, quand on prend de l'âge et progressivement, mais je pense que tout le monde a un peu fait ce constat, on a tendance à dormir moins longtemps. Et une baisse de l'efficience aussi, de la qualité du sommeil avec l'âge, ça c'est évident. Alors là, peut-être, si tu es d'accord, il y a tout un parasitage qui est lié quand même aux capacités de l'âgé et aux problèmes somatiques de l'âgé. Il est clair que la qualité de sommeil, si on est réveillé toutes les 3 heures pour aller faire pipi, elle est évidemment moins bonne qu'à 20, 30, 40 ans où on se levait qu'une fois par nuit, voire pas du tout. Donc il y a là aussi des considérations à faire qui sont celles liées aux problèmes du vieillissement d'autres organes qui malheureusement vont avoir des répercussions sur le sommeil. Alors, brièvement, les stades, hein, c'est un petit peu technique, mais c'est important quand même de savoir que le sommeil n'est pas uniforme. On a déterminé 5 grandes phases ou stades du sommeil qui sont basées justement sur le profil des ondes à l'électroencéphalogramme, hein, c'est-à-dire l'enregistrement de l'activité du cerveau. La première phase, aussi chronologique, c'est la somnolence, donc on commence à rentrer dans le sommeil. C'est un état un peu intermédiaire où on est très facilement réveillable, on a encore un peu conscience de ce qui se passe, mais gentiment, le corps commence à rentrer dans une phase de sommeil, hein, qui dure, c'est assez variable, hein, c'est le délai d'endormissement dont on parle. Certains disent « je m'endors en 1 minute », puis d'autres vont mettre un peu plus de temps. Mais en fait, il y a une phase quand même obligatoire qui est de plusieurs minutes avant qu'on rentre vraiment dans le sommeil. Phase 1, sommeil léger si on veut. Phase 2, on s'enfonce dans le sommeil comme en profondeur. Et puis le sommeil profond, c'est le sommeil de phase 3 et 4 qu'on appelle sommeil à ondes lentes, hein, slow wave sleep, qui correspond seulement à une petite partie du temps total du sommeil. C'est important parce que c'est les phases de sommeil profond qui sont vraiment réparatrices. Il faut en avoir une certaine quantité. Donc on imagine si par exemple on s'endort mais on est dérangé toujours par du bruit ou des mauvaises conditions, on va rester un peu en sommeil superficiel. Donc on peut passer toute une nuit, mais sans vraiment rentrer dans un sommeil profond. Et du coup, on n'aura pas l'impression d'avoir été reposé le matin, même si on a dormi 8, 9 heures. Mais en fait, on aura eu trop peu de sommeil profond et donc on peut être fatigué et avoir manqué de sommeil en fait. Donc voilà ces phases. Et entre ces phases, alors pour compliquer le tout, il y a ce fameux sommeil REM, mouvement rapide des yeux. Hein, c'est Rapid Eye Movement, voilà, ça veut dire ça, REM. cours d'anglais en même temps. Et qu'on appelle aussi le sommeil paradoxal parce qu'il est étrange. En fait, c'est là où se passe le rêve. Donc en fait, il y a une très, très grande activité. On bouge les yeux aussi, hein, parfois on ouvre les yeux. Enfin, il y a plein de phénomènes qui se passent. On est toujours endormi, mais en fait, si on regarde quelqu'un, on l'observe pendant une phase de sommeil paradoxal, on aurait presque l'impression qu'il est en train de penser à quelque chose ou de vivre quelque chose et qu'il est éveillé. Il est aussi très important ce sommeil parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui s'y déroulent, de consolidation de la mémoire, il y a des connexions neuronales qui travaillent dans le cerveau et on sait que c'est important de rêver. On ne s'en souvient pas toujours, mais il y a pratiquement toujours des phases de rêve durant une nuit de sommeil.
Ces constats, on peut les faire comme c'est noté, vous le voyez en haut, donc de nouveau par des enregistrements, donc c'est des électrodes, c'est ça l'électroencéphalogramme, qui permettent justement de quantifier et de qualifier aussi ces différents stades, parce qu'ils ont un aspect différent à l'électroencéphalogramme. Alors, des détails sur ce fameux sommeil paradoxal, hein. Si on enregistre l'électroencéphalogramme, on voit qu'il y a des ondes de haute fréquence et de faible amplitude, donc une activité assez agitée au niveau du cerveau. Euh, Ces phases se produisent par petits intervalles durant la nuit, on pense environ toutes les 90 minutes, il y a une phase de sommeil de rêve qui se produit. On a souvent de la peine à dire est-ce que j'ai rêvé combien de fois durant la nuit, on a l'impression qu'on a rêvé très longtemps. En fait, on rêve des petits moments, mais qui se répètent durant la nuit. Et au réveil, on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup rêvé, mais en fait, on a rêvé quelques minutes, mais plusieurs fois durant la nuit. C'est un peu ça le phénomène, hein. Et puis en fin de nuit, on a tendance à rêver plus. Avant de se réveiller le matin, il y a souvent plus de phases de rêve parce qu'il y a moins de sommeil profond. On est de plus en plus dans ces phases sommeil superficiel et sommeil de rêve. Et d'ailleurs, pour compléter, c'est souvent, si vous en avez fait l'expérience, de ces rêves-là dont on se souvient, qu'on peut, disons, décrire rapidement quand on s'est réveillé et qu'après s'estompe. Donc la mémoire, elle les enregistre parce que c'est les rêves qu'on fait en fin de nuit, quand on a déjà un peu déjà préparé le réveil. Et en fin de compte, c'est de ceux-là dont souvent on se souvient. C'est ceux-là qu'on peut, même si pas complètement, mais relater en partie. Et c'est ceux-là que si on ne relate pas tout trop vite ou très vite, ou qu'on ne décrit pas très vite, s'estompe aussi très vite au réveil. Alors que les autres rêves de début de nuit vont probablement être stockés quelque part dans notre mémoire. On redort après, donc ils sont emmagasinés, mais on n'a souvent pas plus de conscience ou de rappel. Et une petite chose importante aussi, donc, comme je l'ai dit, le rôle du rêve dans la consolidation de la mémoire et aussi dans la régulation de l'humeur, hein. Donc, le rêve serait une bonne façon aussi de peut-être d'évacuer ou d'expulser certaines tensions et de réguler l'humeur qui du coup sera meilleure en situation de jour. Donc le rêve évidemment a alimenté beaucoup Faut pas l'oublier quand même. d'intérêt dans la psychanalyse, hein. On a essayé d'en faire beaucoup de choses. Ça peut être un moyen thérapeutique aussi, hein. Deux illustres ancêtres, pas si vieux que ça quand même, mais qui ont développé toute cette interprétation du rêve de différentes façons. Donc évidemment, c'est un domaine qui n'a pas, une seule façon d'être envisagé. Ça laisse encore beaucoup de mystères. Mais l'idée, c'est vraiment que ce rêve traduit ou exprime une forme d'inconscient qu'on n'arrive pas autrement à décoder. Et donc, en expliquant ses rêves, en essayant de trouver des significations, on peut faire des découvertes intéressantes, hein. Mais il Et faut bien avoir un effet l'interpréter. thérapeutique. Et avoir un effet thérapeutique, hein. Quelqu'un qui rêve toujours de la même chose, par exemple, on entend ça, des rêves récurrents. J'ai toujours l'impression que je rêve que je suis poursuivi par quelqu'un ou que j'arrive pas à faire telle ou telle chose. Il faut voir si justement dans sa vie, ça reflète une difficulté particulière. Donc c'est symbolisé par certaines images dans le rêve, mais ça peut s'appliquer à un domaine concret dans la vie. Mais attention avec l'interprétation, il ne faut pas en faire des trop rapides non plus. Alors, on vous a dit que les troubles du sommeil, évidemment, dès le début, intéressaient avant tout le sujet plus âgé. Alors, on a un peu listé ou tenté de lister ce qui se passe au niveau vraiment du sommeil, maintenant que vous en avez vu un petit peu la description des phases. On pense qu'il y a une diminution donc du sommeil lent profond. On pense aussi qu'il y a une diminution des phases de sommeil REM, donc celui où on a tendance plutôt à emmagasiner, à être productif dans le sens des ondes, qui sont des ondes très différentes de celles du sommeil lent et profond. On voit également qu'il y a une augmentation de la fréquence des réveils nocturnes. Alors cela, on l'a déjà en partie expliqué, ça peut être lié à carrément des déficits, disons, plus ou moins physiologiques, mais en tout cas liés au soma, donc liés à notre corps. Notamment, le plus simple, c'est comme je disais avant, la diurèse, où il est clair que les réveils nocturnes, de nouveau pour aller vidanger notre vessie, font que, bien entendu, la fréquence interrompt le sommeil.
On a également une perturbation du rythme donc circadien, comme on le disait, avec un dérèglement probablement, c'est comme ça qu'on explique. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses qui sembleraient moins performantes. Donc, on a aussi carrément une perturbation qui touche notre horloge interne, qui est située dans une zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et là, on aurait également une baisse progressive de la sécrétion de mélatonine. Vous avez entendu parler souvent de personnes, ou peut-être pas souvent, mais en tout cas parfois, de personnes qui prenaient de la mélatonine pour mieux dormir. Oui, parce que si on part de l'hypothèse qu'il y a moins de sécrétion ou de mélatonine en prenant de l'âge, il y a des personnes chez lesquelles la mélatonine peut agir clairement comme somnifère en améliorant le sommeil. On a également, on le disait tout à l'heure, et ça c'est quel que soit l'âge du patient, une exposition peut-être à des stimuli externes, la lumière du jour, l'activité diurne, ce qu'on a déjà tous, disons, testé, une nuit où il y a une rue bruyante ou des automobiles, on se retrouve par chance dans des endroits de campagne et autres, et là où on est moins dérangé réellement par des bruits extérieurs, évidemment, le sommeil est de meilleure qualité. Et puis, donc, je le disais, des réveils fréquents qui sont liés à des pathologies somatiques et ou, à nouveau, psychiques pour être complet. Peut-être un petit Oui, passage important. tac. Avec l'âge, on a peut-être tendance à moins avoir ces stimulations qui sont justement l'exposition à la lumière du jour, l'activité physique durant la journée. On peut faire parfois des siestes trop longues aussi, hein, peut-être par inactivité ou manque de contact. Donc c'est aussi un piège qui peut perturber la nuit qui suit, l'absence de contacts sociaux. Donc toute cette période liée à la Covid, avec les phases de confinement, de diminution de certaines activités, elles ont aussi un impact sur la qualité du sommeil par ce biais-là, hein. On fait moins de choses et du coup la nuit, il y a moins ce contraste jour-nuit qui normalement, s'il est bien équilibré, est favorable. L'alimentation aussi, c'est un point important. Quand on commence à manger de façon décalée ou anormale ou irrégulière, ça perturbera aussi la qualité du sommeil. Alors ça illustre, hein, les différences qu'on pourrait voir dans un enregistrement entre la nuit d'une jeune personne de 17 ans puis une personne plus âgée de 80 ans. Alors, la ligne au début droite, ça veut dire que c'est l'état d'éveil, hein, on est éveillé, et tac, on commence à rentrer dans le sommeil. Ce qu'on voit chez la personne âgée, c'est qu'il y a beaucoup plus de ces pics, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de réveils, des micro-réveils, hein. Il y a du sommeil profond, on descend dans le sommeil, mais on remonte souvent en surface pour se réveiller. Alors que chez le jeune, il y a plus de phases profondes, donc la partie en bas du diagramme, ça correspond au sommeil. Donc on voit que les nuits sont plus fragmentées chez une personne âgée que chez une personne jeune. Même si la personne jeune dort moins longtemps en fait sur l'image, se couche plus tard, mais aura plus de sommeil. Là, c'est un petit gag, hein. Le mouton, il dort mieux que la personne. Bon. Alors, Tu veux parler de ça? pour représenter cette fameuse zone du cerveau qui est le centre de contrôle et régulation du sommeil, l'hypothalamus, donc cette partie verte, pardon, avec plein de petites zones spécifiques dedans. Et c'est là qu'il y a plein de connexions qui se passent pour réguler notre sommeil. C'est un peu notre horloge interne, hein. Très profonde, hein, donc elle est au centre du cerveau. Si vous allez droit derrière, enfin, le chiasma optique qui est les deux nerfs conjoints qui amènent aux yeux, vous imaginez quelque chose de très profond, central, à l'intérieur, derrière les deux yeux. C'est là que se situe l'hypothalamus, c'est le centre donc du sommeil. Qui règle aussi des phénomènes corporels, hein, la température du corps durant la nuit. Donc si on voit là entre 6 heures du matin et 22 heures, en passant par une nuit, pardon. Donc, le début, c'est le réveil le matin, très tôt à 6 heures. La température est très basse, mais commence à monter durant la journée, puis descend de nouveau durant la nuit. On pense que sur une nuit normale, vers 4 heures du matin, par exemple, on a la température corporelle la plus basse, hein. Le corps est un peu en stand-by, en repos, il y a peu d'activité de mouvement, donc il y a aussi ça qui joue. Et c'est normal d'avoir des fluctuations de la température. Donc quand on prend sa température, il faut aussi peut-être préciser à quel moment on la prend, qui peut expliquer des différences.
très important avec le contrôle du Covid, où une légère fièvre peut faire penser que... Donc le matin, en fin de nuit et très tôt le matin, température basse qui monte durant la journée et l'après-midi. Bon, intuitivement, on en a déjà fait l'expérience. Il est déjà arrivé de nous réveiller avec les mêmes couvertures la nuit, à un moment donné d'avoir froid et de devoir se couvrir. Donc, probablement, ça peut être en lien avec ces phases-là. On sait pas, elles ne sont pas identiques au niveau horaire chez tout le monde. Par contre, je vous donne cet exemple parce qu'on en a fait peut-être, certains d'entre nous, l'expérience durant certaines nuits. Et la fameuse influence de la lumière, hein, donc je ne sais pas si c'est assez clair le dessin, mais la lumière arrive et pénètre par notre œil, L'œil. hein, et puis va atteindre le fond de l'œil, la rétine. Et là, ça va activer plein de phénomènes qui vont être transmis au cerveau, stimuler la production de certaines substances, donc plutôt activatrices quand il y a la lumière. Et quand la lumière baisse, au contraire, la production de mélatonine augmente, c'est-à-dire cette glande l'hypophyse, qui s'appelle aussi la glande pinéale, produit la mélatonine. Donc quand il y a beaucoup de lumière, la mélatonine baisse, et quand la lumière baisse le soir, la mélatonine augmente. Mélatonine, c'est un peu l'hormone du sommeil, comme on l'a dit. Donc c'est normal qu'elle augmente au moment de devoir dormir. D'où vous avez compris pourquoi on la prescrit. Parce qu'on imagine que si l'hypothèse est que certaines personnes en sont déficitaires, en la prescrivant, on améliore les troubles du sommeil. Avant d'arriver au traitement, c'est vous expliquer pourquoi on peut prescrire avec succès de la mélatonine. Alors, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus, mais c'est pour montrer que sur 24 heures, il y a des phénomènes qui varient dans le corps. Important, par exemple, pour la vigilance, quel moment est-ce qu'on est le plus performant et concentré? On voit que vers 10 heures du matin, s'il y a une nuit normale, encore une fois, on a une très bonne vigilance, donc on serait capable de réaliser des choses efficaces sur le plan de la concentration. C'est important pour le travail, si on doit passer un examen. Pour ça aussi que souvent les examens chez les étudiants par exemple, sont le matin et pas en fin de journée. Dans l'après-midi, il y a une baisse de vigilance qui s'installe en milieu d'après-midi. Par contre, physiquement, on pourrait être plus performant durant l'après-midi. La force musculaire est au maximum en fin d'après-midi. Et puis après, le soir, ben voilà, on commence à rentrer dans les phases de préparation au sommeil. Puis la mélatonine, vers 21 heures, on voit le début de la sécrétion de mélatonine pour une journée peut-être qui n'est pas en plein hiver où la lumière tombe plus vite. Et là, ce serait plus tôt la sécrétion de la mélatonine. Avec la baisse de la lumière du jour, la mélatonine augmente. Alors, les principales causes, alors maintenant on va en arriver vraiment aux troubles du sommeil, les principales causes, donc on a parlé déjà un peu en gros des différents sujets, donc des atteintes somatiques, c'est donc physique, bah, voilà la douleur, on peut pas, on les a un peu listées, douleur, exemple arthrose, polyarthrite rhumatoïde, neuropathie, tout ce qui peut engendrer les douleurs évidemment est une des causes majeures de problèmes de sommeil parce que une position dans le lit qui suscite ou qui accentue la douleur et hop, le réveil en est la conséquence. Les problèmes liés à l'essoufflement, donc au souffle, la dyspnée, donc c'est ça, l'essoufflement. Ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être des pathologies pulmonaires, ça peut être les deux, des pathologies cardio-pulmonaires. Exemple, la pathologie qui est le COPD qui couvre, qui touche plutôt les personnes qui sont notamment des fumeurs chroniques et qui arrivent à avoir, disons, ce type de maladie pulmonaire. Ça, c'est pour en donner des exemples relativement, on va dire, fréquents. Ça peut engendrer, comme pour la douleur, des réveils. On comprend très bien. Ensuite, ne pas oublier qu'il y a des causes endocriniennes ou hormonales, certaines glandes autres que celles dont on a parlé, la thyroïde par exemple, qui pourrait, au moment dans l'hyperthyroïdie, donc trop de sécrétion d'hormones thyroïdiennes, être plutôt psychostimulante et donc interagir avec notre capacité à avoir un sommeil réparateur de qualité. Pareil un peu pour les périodes donc de variabilité hormonale liée à la ménopause. On a parlé des toxiques, donc de l'alcool, ne pas oublier les autres éventuels toxiques. Hein. L'abus d'alcool. L'abus d'alcool, donc justement.
Et puis les médicaments, donc il y a beaucoup de médicaments qui vont interagir au niveau du sommeil, les corticostéroïdes, d'autres médicaments qui ont des effets donc sur d'autres systèmes sécréteurs, et puis certains médicaments antidépresseurs, certains diurétiques, certains laxatifs également. Donc il y a tout un cortège de médicaments qui, à un moment donné, on ne peut pas les lister tous parce que, à nouveau, tous pourraient potentiellement, à un moment donné, être responsables d'une qualité de sommeil qui se dégrade. Mais il est clair que dans la catégorie et dans l'anamnèse que l'on doit faire auprès du patient, ne pas oublier que dans les causes, donc il faut rechercher quand même des causes éventuellement médicamenteuses. Ne pas oublier également que l'objectif, quand on a un patient en face de nous qui se plaint de troubles du sommeil, c'est de pouvoir déjà, avant tout, lui expliquer et comprendre quelle est son hygiène de sommeil, celle dont on a parlé au tout début. Et après, quand on attaque justement les causes, ne pas oublier que souvent, il n'y a pas qu'une seule cause, comme dans la plupart des problèmes médicaux, mais plusieurs. Donc, une catégorie de causes qui sont plutôt multifactorielles que unifactorielles. Parfois, on a un abus d'alcool associé à une prise de médicaments et puis à plusieurs pathologies somatiques. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, deux syndromes qui sont un petit peu rares, mais néanmoins dont on doit parler, c'est le syndrome d'apnée du sommeil et puis un autre qui est encore plus rare, c'est les mouvements anormaux du sommeil. Ça, je ne sais pas si tu veux en parler peut-être tout à l'heure un petit peu. Je crois qu'on a des dias dessus. Hein, Oui. L'apnée du sommeil est un phénomène quand même assez courant chez l'âgé. qu'il faut traiter. Donc c'est pour ça qu'on le signale. Voilà, on va en reparler parce que c'est vrai qu'il touche préférentiellement une certaine catégorie de patients, notamment les patients d'un certain âge. Alors voilà, justement, ce syndrome d'apnée du sommeil obstructif, comme on l'appelle, concerne presque un quart des personnes âgées, si on prend un collectif de patients. C'est surtout lié à des phénomènes physiques comme l'obésité ou un morphotype ORL, c'est-à-dire une configuration du cou, de la base de la mâchoire et plutôt de la base de la langue qui obstrue les voies respiratoires. Donc, selon la position durant laquelle on dort, on va se retrouver bloqué dans la respiration, ce qui crée ce phénomène d'apnée, donc un arrêt du flux d'air, qui peut être assez impressionnant et qui gêne évidemment le sommeil. Ce phénomène il est aggravé en plus quand on prend certains médicaments qui diminuent la réactivité des voies respiratoires, comme les benzodiazépines ou certains opiacés, la morphine, etc. Donc les conséquences, parce que ce n'est pas juste le fait de faire une apnée, c'est qu'on va dormir moins bien, on va être moins bien oxygéné, le corps va être perturbé et ça va créer des répercussions, des symptômes sur la journée, par exemple la fatigue par le fait d'être réveillé, un sommeil non réparateur, des troubles de la concentration durant la journée, et puis des phénomènes physiques aussi à risque si le syndrome perdure. On peut développer de l'hypertension et d'autres problèmes. Là, en fait, en voyant un patient, à nouveau en faisant des parallèles vraiment cliniques, un patient plutôt obèse, trapu, avec un cou court, qui présente des troubles du sommeil, on doit penser au syndrome d'apnée du sommeil, ou en tout cas l'exclure dans l'investigation des problèmes du sommeil si c'est un des soucis dont se plaint le patient. Et pour cela, donc, on va faire des investigations justement de polysomnographie où le diagnostic va pouvoir être étayé, confirmé ou pas. Voilà. Donc c'est le phénomène mécanique qui se déroule durant une apnée du sommeil. Hein. On voit les voies respiratoires en bleu qui normalement sont ouvertes. Le flux d'air peut circuler, rentrer et sortir. Lors du ronflement, qui est un phénomène banal, mais qui est une sorte de pré-apnée du sommeil, si on veut, le bruit est dû à ce rétrécissement dans cette zone un peu critique au niveau du cou, où le flux d'air du coup passe dans un espace plus mince et puis crée un bruit, hein, comme un effort d'expulsion de l'air. Et lorsque vraiment l'endroit se ferme complètement, hein, là l'air ne passe plus du tout, on a ce qu'on appelle une apnée, donc absence de respiration pendant quelques secondes. La personne ne s'en rend pas toujours compte, hein, puis tout d'un coup se remet à respirer parce qu'il y a un effort pour respirer et puis ça repart. Personne qui est à côté, éventuellement, va se rendre compte que souvent la c'est bizarre description, qui se c'est le passe. conjoint.
comme Ouais. tu dis. Mm. C'est le conjoint qui dit, mais écoutez, mon mari, je suis surprise, il sursaute, il respire pas, donc j'ai peur qu'il soit mort. Donc des choses assez vraiment, et il faut bien interroger dans ces cas-là le conjoint si la personne dort avec quelqu'un, parce qu'il est vrai que les descriptions sont pas celles du patient, celles qui nous sont utiles, c'est souvent celles du conjoint. Je dis bien s'il y en a un. Et l'autre phénomène qu'on a décrit tout à l'heure, c'est mouvements anormaux pendant le sommeil, syndrome des jambes sans repos, des personnes qui bougent frénétiquement les jambes. Ça peut gêner aussi le sommeil et ça peut gêner aussi la personne qui est à côté. Un autre phénomène un peu plus léger, c'est un mouvement périodique des jambes durant le sommeil. On bouge tous de temps en temps, mais quand ça devient trop répété, tout est en désordre, il y a même des coups avec les jambes, ça c'est des mouvements qui sont excessifs, hein. Et c'est quand même assez fréquent. Il y a plusieurs explications, perturbation de la sécrétion de dopamine, il faut chercher certaines anomalies, des carences, notamment en fer, consommation d'alcool, puis certains médicaments peuvent provoquer ça. Donc face à un phénomène anormal durant la nuit, on essaie de chercher des causes concrètes qui peuvent, si elles sont résolues, résoudre aussi ce problème. Le syndrome des jambes sans repos, c'est le patient qui va venir vous dire que la nuit, il est réveillé par des mouvements intempestifs des jambes qui font qu'il ne peut rien faire si ce n'est se lever, marcher. Voilà. Donc classiquement, il faut y penser quand on a ce type d'anamnèse. Et le grand chapitre des troubles psychiatriques qui sont associés à des troubles du sommeil. Donc, le plus fréquent, c'est dans la dépression, hein. 90% des personnes qui souffrent de dépression présentent aussi des problèmes de sommeil. Avec souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais en principe, c'est plutôt le réveil précoce, réveil matinal, vers 4 heures du matin, comme ça, avec incapacité à se rendormir. Donc, une nuit qui est écourtée et assez pénible à vivre. Une perturbation avec diminution du rêve, souvent présente lors des épisodes de dépression. Parfois, c'est l'inverse. Dans une dépression, on dort trop, hein, on l'a dit, dormir trop, c'est pas un bon sommeil, c'est en fait plutôt un refuge dans le sommeil, avec le fait de rester au lit très longtemps, de plus avoir d'activité, puis de dormir un petit peu en continu. On appelle ça l'hypersomnie. Et dans la dépression, c'est peut-être une façon de se réfugier, puis d'éviter de s'activer, de rentrer dans la vie, puisqu'on est plutôt sans motivation. Dans les troubles anxieux, alors c'est aussi très fréquent, dans les troubles anxieux de différents types, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles paniques, les phobies, les syndromes de stress post-traumatique, on a fréquemment des troubles pour s'endormir, hein. Très difficile à s'endormir, on se lève, on se recouche, on n'arrive vraiment pas à trouver le sommeil. Et puis une fois que le sommeil s'installe, tendance à se réveiller beaucoup la nuit, à être agité la nuit, donc un sommeil vraiment chaotique et agité dans les troubles anxieux. Et puis ce qu'on connaît aussi dans les troubles bipolaires, lors d'une phase qu'on appelle maniaque, donc une phase haute, avec beaucoup d'excitation, la personne décrit que petit à petit, elle dort de moins en moins, elle a l'impression qu'elle a de moins en moins besoin de dormir, hein, elle se sent plutôt bien comme ça, elle va même arriver à faire une cessation complète du sommeil avec des nuits blanches, en étant hyperactif, l'impression qu'on est plein d'énergie, et c'est un signe vraiment inquiétant que la personne est en train de développer un état anormal, maniaque. Donc, une des mesures, c'est de remettre un rythme avec un minimum de sommeil pour éviter que ces phases s'amplifient et décompensent. Alors ça peut être le patient. Alors en général, c'est des phases très gratifiantes que le patient décrit, bipolaire, hein, donc, que le patient décrit comme des phases où il est très performant. Alors il va vous dire que la nuit, alors il y a eu des grands maîtres, hein, ne serait-ce que dans la peinture, qui vont vous dire qu'ils ont une productivité croissante de nuit, florissante de nuit, ce qui est évidemment extrêmement gratifiant, mais à un moment donné, il y aura le pendant, surtout dans la bipolarité, de l'effet évidemment effondrement dépressif, ou alors des gens qui vont vous dire qu'ils ont une productivité écrite énorme la nuit. Ah, j'ai plus besoin de sommeil. Ah, écoutez, docteur, je vais tellement bien. Mais vous savez, j'ai jamais été aussi productif. J'ai jamais autant écrit ou j'ai jamais autant peint. Je peins la nuit, je suis pas fatiguée. Alors je me lève le matin, je suis pas fatiguée, je suis en pleine forme. Comme si quelque chose avait complètement changé et permettait, dans la performance, d'être tout d'un coup un super homme ou une super femme et d'être au-delà du besoin de sommeil. Alors, il faut juste comprendre en l'analysant que c'est des phases qui durent un certain temps
Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Comme disait le docteur Azegui, il faut juste que ces gens redeviennent ou reprennent un rythme normal, parce que sinon, droit derrière, on va avoir un effondrement. La Voilà. Et schizophrénie. la schizophrénie, donc là aussi, des perturbations de la qualité du sommeil. Donc tous ces troubles psychiques, psychiatriques, lorsqu'ils sont importants, installés, ben, ils perturbent le sommeil. Donc traiter le sommeil, ça peut être aussi une manière de commencer un traitement pour ces troubles. On ne peut pas soigner quelqu'un juste avec, par exemple, pour la dépression, des antidépresseurs, et puis la personne continue à très mal dormir. Ça veut dire qu'il y a une fragilité qui subsiste et qu'il y a un risque de rechute. Donc le sommeil est vraiment un symptôme dans ces cas-là qui est vraiment capital et qu'il faut investiguer, traiter. Alors on peut peut-être passer. Ouais, ouais. Tu veux Et parler les des parasomnies, donc cette catégorie un peu spéciale. Alors bon, on s'intéresse bien parce que le somnambulisme, c'est toujours quelque chose qu'on aime bien, on a envie de comprendre ce qui se passe. Euh, donc il y a différents types de parasomnie, j'ai dit, les cauchemars, des cauchemars récurrents qui s'installent durant la nuit, c'est un type de trouble du sommeil aussi. Les terreurs nocturnes, le somnambulisme, on appelle aussi automatisme déambulatoire, Ça se se décrit lever. bien. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est le somnambule ne se rend pas compte, n'a pas de souvenir de ce qu'il a fait après coup. Le bruxisme, bon, ça c'est des phénomènes de bouger la mâchoire, de se frotter les dents durant la nuit. C'est aussi un trouble moteur qui peut gêner durant la nuit. Ça, c'est l'utilité à nouveau, pardon, du conjoint qui va vous dire, mais écoutez, mon mari, ma femme, soyons pas discriminatifs, la nuit, elle fait des bruits avec les dents. Alors, c'est des bruits de friction dentaire. Ça, c'est le bruxisme. Alors, attention, le bruxisme, ça peut engendrer des problèmes dentaires, voire au niveau des appareils dentaires eux-mêmes, parce que les forces, en fait, à ce moment-là, au moment du grincement de dents, sont des forces conséquentes qui, en fait, lèsent même les régions dentaires et gingivales. La somniloquie, c'est assez fréquent, c'est le fait de parler pendant la nuit. C'est pas anormal, sauf si ça prend des proportions de longs discours qui peuvent être assez embêtants. Mais voilà, ça montre qu'il y a une activité cérébrale et que des répercussions sur le comportement peuvent se produire. Donc c'est intéressant de voir si ces problèmes sont liés à un problème émotionnel, une perturbation dans la vie du patient qui justement provoque durant la nuit ces modifications et ces bizarreries. Enfin, c'est le détail un petit peu de ces phénomènes, leurs fréquences, leurs caractéristiques, les comparer les unes aux autres. Et la plupart du temps, donc on voit conscience au réveil, c'est une amnésie, on ne se souvient pas d'avoir eu ce trouble qui s'est produit durant la nuit. Et puis un petit détail aussi qui concerne les hypersomniaques ou phénomènes de narcolepsie. Ça, c'est une affection assez rare où les personnes s'endorment durant la journée, donc ont des attaques de sommeil, comme on dit, qui peuvent être assez aussi impressionnantes. Pathologie du patient jeune, plutôt, la narcolepsie. Plutôt, et ça se déclenche en général à l'âge jeune. C'est une vraie maladie, probablement un déficit dans certaines molécules, certaines hormones qui ne sont pas produites normalement, un côté génétique aussi dans cette affection. Avec l'exemple, c'est quelqu'un qui est en train de manger ou de lire, et puis tout d'un coup s'écroule et sombre dans le sommeil pendant quelques minutes, par exemple. Donc des accès brutaux de sommeil durant la journée. Peut-être vous en avez entendu parler parce que ça peut altérer beaucoup la scolarité des enfants qui piquent du nez, que la maîtresse gronde parce qu'ils piquent du nez ou ils s'endorment pendant un cours. Alors ils sont, disons, traités de négligents ou alors on culpabilise les parents parce qu'on pense qu'ils n'ont pas un rythme de sommeil correct, etc. Et puis, je ne dis pas que ce soit fréquent, mais par contre, il faut penser à la narcolepsie du jeune adulte, même de l'enfant, parce que ça peut précariser l'instruction, vraiment la scolarité. Et un autre enjeu, c'est de déterminer si à cette maladie, la conduite automobile, par exemple, peut être contre-indiquée pour les personnes chez qui on diagnostique ce trouble. Diagnostic pas banal, on Mhm. pique du nez au volant, voilà quoi, Ouais. les conséquences, après c'est trop tard. Donc, je veux dire, cette exploration à nouveau,
on rentre dans ces détails. Simplement, vous avez vu, il y en a certaines qui sont des pathologies relativement rares. Néanmoins, mettre le doigt dessus est important à un moment donné parce qu'il va y avoir des répercussions importantes, même sur autrui, pas seulement sur l'individu. Et l'autre aspect également important, c'est celui de dire que ne banalisons pas le fameux symptôme: ah docteur, j'arrive pas à dormir, et en général on ressort 10 minutes après avec la prescription de somnifères. C'est encore une fois mettre l'accent sur le fait que ça conforte tout le monde, ce type, je dirais, de comportement. Le patient, parce qu'il est content en général d'avoir sa prescription et de rentrer avec son somnifère. Mais docteur, vous pouvez pas me donner quelque chose, hein? C'est en général comme ça qu'est formulée la demande. Et en fait, on passe, nous, pour des méchants en voulant explorer mieux le pourquoi. Mais je pense que si on ne fait pas un examen anamnestique correct des causes et du comment déjà veut s'endormir le patient, donc le fameux terme hygiène de sommeil, on passera certainement à côté de quelque chose qui peut-être n'est pas du tout lié à une pathologie, mais qui est lié juste à un comportement ou à une mise en état pour pouvoir s'endormir correctement qui n'est pas faite dès le départ, voyez. Donc, c'est peut-être aussi mettre l'accent sur le fait que la pathologie liée au sommeil qui, en général, aboutit à la prescription, oui, mais une fois qu'on a bien réfléchi et bien exploré de quoi il s'agit. Justement, comment investiguer donc les troubles du sommeil? Alors, je le disais, évaluer la qualité et la quantité de sommeil. Alors, ça, pour le patient, ça peut sembler embêtant, mais pourquoi il me pose toutes ces questions? Ah bah j'ai été chez un autre docteur, ben voilà, il m'a donné du Stilnox, j'étais content, je suis rentrée et comme ça j'ai mon somnifère. Ça, c'est le raccourci vraiment, à mon avis, à bannir dans les troubles du sommeil. Ils sont fréquents, c'est une des plaintes premières de consultation en gériatrie. Et donc, c'est avant expliquer aux patients de dire que je vais vous poser des questions générales sur comment vous faites pour vous endormir. Et ça commence par l'heure. En général, vous mangez à quelle heure? Vous vous couchez à quelle heure? Alors, si le patient est surpris que vous posiez ces questions, on explique pourquoi. Vous comprenez? Je suis obligée de savoir parce que. Mais vous voyez qu'à un moment donné, ça peut paraître étrange qu'alors qu'on nous dit, écoutez, je ne peux pas dormir, on pose des questions sur comment et pourquoi et à quelle heure vous avez mangé. Mais une fois, je pense que vous aurez écouté cette conférence, vous aurez peut-être mieux compris qu'aboutir à un diagnostic, c'est aussi poser ce genre de questions pour pouvoir aider correctement et peut-être, à l'inverse, ne pas prescrire de somnifères. Voyez? Donc, avez-vous des difficultés à vous endormir au coucher? À quelle heure vous couchez-vous? À quelle heure vous levez-vous? Le grand classique. Le patient qui est mis en état de dormir, par exemple le patient qui a des aides-soignantes qui passent le soir pour l'aider à se dévêtir. Donc 8 heures, dernier passage infirmier, en gros. Donc il est couché à 8 heures. Mince, il se réveille à 5 heures. Docteur, ça va pas du tout, je suis réveillée toutes les nuits à 4-5 heures du matin. Normal. Vous voyez, on ne va pas donner un somnifère pour faire dormir quelqu'un à 5 heures du matin alors que il est couché depuis 8 heures. Donc l'hygiène de sommeil, ça démarre par ça. Comprendre à quelle heure il se couche, à quelle heure il est mis au lit, en gros, et en condition de dormir. Et on calcule à partir de ça, ne serait-ce qu'un temps. Donc 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures, grand maximum. Bien expliquer aux gens, on ne va pas vous faire dormir de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Ça sera juste pas possible, à moins de faire une anesthésie. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on va devoir expliquer même de façon un peu, je dirais, claire aux gens pour bien comprendre que le phénomène, il n'est peut-être pas anormal du tout. Il est lié à comment se passe le coucher et la nuit. Vous réveillez-vous la nuit combien de fois? Notamment les gens qui vous disent « Ah oui, docteur, vous savez, je dors tellement mal, mais vous vous levez la nuit. Ah oui, 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 je dois aller uriner, un insuffisant cardiaque, toutes les 2 heures. » C'est sûr que si on doit se lever pour aller faire pipi toutes les 2 heures, on va évidemment avoir un sommeil fractionné. Avez-vous des difficultés à vous rendormir?
de quelle durée sont les réveils nocturnes. Les gens vont vous dire, je me réveille, mais après, docteur, c'est l'horreur. Jusqu'au matin, je me rendors plus. Hein, les fameux réveils nocturnes et leur durée. Vous sentez-vous somnolent, fatigué la journée? Combien de temps dure cela? Combien de sommeil vous faut-il pour vous sentir bien la journée? Ça change d'une personne à l'autre. Le docteur Azegui l'a dit un petit peu. Il y aura toujours des grands dormeurs et le contraire. Et ça, on le sait très vite. Le patient, ça, il sait vous dire tout de suite. Parce que là, une expérience de vie, et surtout le patient âgé, ah oui, mais moi, j'ai toujours dormi peu. Ou moi, j'ai toujours été un gros dormeur. C'est pas faux. C'est pas un diagnostic, mais c'est pas faux. Et c'est important que la personne vous raconte quel type de sommeil il a eu en fonction de son âge. Faites-vous plusieurs siestes la journée, autre élément prépondérant. Les patients âgés, à nouveau, qui font la sieste, presque tous, hein, on ne travaille plus, on fait la sieste. Alors, il y en a qui font la sieste de 14 heures à 18 heures. Alors, c'est clair que 14 heures, j'exagère, hein, mais c'est pour vous dire, c'est clair qu'une fois que vous avez compris ça, de 14 heures à 18 heures, après, il a de la peine à s'endormir. Ben oui. D'accord? Donc, une fois si on n'a pas cet élément-là, on risque de partir dans une escalade, je dirais, d'erreurs et ensuite de prescriptions qui vont faire qu'on ne va pas forcément aider les gens. Il ne faut pas condamner la sieste non plus, évidemment. Non. Une bonne sieste, mais de c'est bref, une sieste plutôt courte, de moins d'1 heure. Et puis, avant le milieu de l'après-midi, en tout cas. Hein. En tout début d'après-midi, par exemple, ça peut être adapté. De nouveau, parlons d'expériences que j'ai peut-être moi plus en tant que gériatre, donc sur des patients qui ont beaucoup d'intervenants à domicile. Donc le fait de tout le monde, planquez-vous parce que le patient il dort, de toute façon, bon, ça il dérange personne. Ah, il a bien dormi, il dort de nouveau 3-4 heures. Non, on est censé dire aux gens de les réveiller, de les stimuler, justement pour qu'il n'y ait pas la conséquence de cela, donc un mauvais sommeil nocturne, et ensuite la fin de tout cela, c'est l'inversion du fameux rythme nictéméral, où les gens, pour finir, dorment la journée, où on est censé avoir une activité, et puis, hop, ils dorment plus la nuit. Alors voilà, la suite, faites-vous quotidiennement une activité physique ou de l'exercice. Alors ça a fait l'objet de plusieurs de nos conférences. C'est juste apporter encore je dirais un élément de plus à ce puzzle, à savoir que l'activité physique, l'exercice physique, évidemment, dépense énergétique, en même temps état d'éveil qui est accentué par l'activité physique, évidemment, on va se fatiguer plus, dépenser plus d'énergie, donc mieux dormir. Mais ça, il faut vraiment, vraiment bien l'expliquer aux gens en disant que cette activité physique-là, le bénéfice, il ne va pas être uniquement ostéo-articulaire, cardiaque, vasculaire, respiratoire. Il va être aussi sur la qualité, se répercuter sur la qualité du sommeil. Ensuite, la consommation, hein, caféine, alcool régulièrement, se rappeler, caféine, coca, les jeunes. Vous avez vu peut-être un reportage relativement récent, je ne sais plus si c'était des téléjournaux suisses, où on avait tout d'un coup remarqué que les boissons énergisantes empêchaient les jeunes de dormir. Il n'y a rien d'étonnant. Hein. Donc, tout le monde maintenant consomme des boissons énergisantes vendues en grande surface, quelles que soient les grandes surfaces. Donc, juste se rappeler, elles contiennent beaucoup de caféine, parfois beaucoup plus que dans le café, voire d'autres substances boostantes, énergisantes, et que, évidemment, ça va avoir une répercussion sur le sommeil. À nouveau, les jeunes, hein, ça atteint beaucoup les jeunes en consomment de plus en plus, ils ont une impression là aussi d'être plus performants, oui, sûr, sauf qu'il va y avoir des répercussions après, même dans la banalisation de ce qu'est ce type de consommation. Hein, les boosters de boissons. Pas que le coca, hein, il y a beaucoup plus que le coca. Et puis évidemment, demandez ce que fait le patient, mais quand vous n'arrivez pas à vous endormir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prenez? Alors il y a des gens qui prennent des choses, mais qui le disent pas. Pas parce qu'ils veulent mentir, simplement parce que c'est une tisane, et que c'est peut-être une tisane relaxante qui va nous aider si on sait que c'est une tisane relaxante, ou bien que c'est parce que c'est de la phytothérapie et que donc ce n'est pas dans la liste des médicaments à proprement parler, mais qu'on va avoir une action sur l'endormissement par des plantes. Donc, bien interroger cela aussi. On peut évaluer ça avec des
des échelles ou des examens comme ça, où on coche des rubriques. C'est toujours utile pour avoir une idée, puis faire ce qu'on appelle un score, par exemple score de somnolence, c'est l'échelle de somnolence. On demande à la personne dans diverses situations comment elle se comporte. Par exemple, lorsque vous vous asseyez, vous commencez à lire, est-ce que vous avez tendance à vous endormir après 5 minutes, 10 minutes ou pas du tout? Lorsque vous regardez la télévision, est-ce que systématiquement vous vous endormez avant la fin d'un film ou vous retrouvez à dormir devant la télé avant de pouvoir éteindre et aller vous coucher? Lors de situations comme aujourd'hui, par exemple, hein, s'il y en a qui dorment, eh ben, on peut coter 1, 2 à 3. Ça dépend aussi de l'intérêt qu'on a pour l'activité qu'on fait, évidemment. C'est ça qui compte, hein, Hein. donc. Hein, il l'a dit, Et- ça veut dire l'intérêt. Mais globalement, dans les situations où on est passif, soit à écouter, soit à rien faire, il y aura une tendance à s'endormir si on manque de sommeil. Encore une fois, c'est pas normal de s'endormir lorsqu'on est en train d'assister à quelque chose. Voilà. Donc on peut déterminer comme ça un score et puis voir où est-ce que ça pêche et puis voir si ça s'améliore lorsque le sommeil s'améliore, hein. Après un repas, bon, ça c'est classique, il y a une sorte de somnolence postprandiale, surtout si on a mangé des choses lourdes, difficiles à digérer. Ça, c'est un phénomène physiologique. Le système digestif a besoin de beaucoup d'apport de sang et d'énergie. Et du coup, le cerveau est un petit peu en retrait Moins et a irrigué. plus tendance à Normal. s'éteindre. Ouais. Ça, c'est normal. Ah, ça, c'est. Donc, l'autre examen, donc là, c'est des tests faciles. Alors, si on doit faire des choses plus conséquentes, évidemment, on n'a pas trop envie de Ça, faut subir montrer aux gens quand ils viennent dire au Donc, secours. Exactement, hein, madame, voilà. Ça fait peur, donc il faut juste leur dire voilà ce qui vous attend si jamais on décide de faire la Alors, je pense que polysomnographie. c'est un peu amélioré maintenant les conditions. Ça date un peu cette photo, mais bref, beaucoup d'enregistrements de partout, des capteurs pour mesurer toutes les activités, les mouvements musculaires, l'activité du cerveau, la respiration. Voilà, tout ça donne après Alors, quelque chose. je pense que tu es d'accord à réserver vraiment aux personnes insomniaques dont on cherche une cause, par exemple, conséquente, grave, qui changerait la dynamique thérapeutique, exemple syndrome d'apnée du sommeil, où là, il faut un examen polysomnographique pour poser le diagnostic, parce qu'ensuite, à la clé, ça sera le traitement. Et justement, le traitement, ça ne sera pas le même traitement qu'on va donner à un quelconque autre patient qui est vraiment, lui, insomniaque. Voilà, et après cet examen, il suffit de décoder un petit peu les résultats, qui se fait facilement, hein. Voilà, ça c'est un exemple d'enregistrement. Donc, vous voyez comme c'est compliqué, hein. Il y a des docteurs qui font que ça, ils interprètent ça. Nous, on ne peut pas le faire, hein. C'est des docteurs qui interprètent que les enregistrements du sommeil, qui interprètent cela. Et vous voyez les ondes qui sont plus des vagues très rapprochées. Ce sont les ondes donc du sommeil REM, l'enregistrement où l'activité cérébrale est plus importante avec des ondes rapprochées et dont la fréquence est plus grande. Un peu comme un électrocardiogramme, bah là on a un enregistrement Électroencéphalogramme. du cerveau et d'activité du sommeil. Alors tout ça nous conduit après au traitement, parce que le but c'est quand même d'essayer de traiter, même si c'est pas toujours avec des médicaments, hein. On commence par dire aux patients de compter les moutons, Voilà. comme ça. On est très bien accueillis en général quand on dit ça. Et si on a plus de 10 000, c'est qu'il faut passer à autre chose probablement. Donc tout un algorithme, hein, déterminé, comme on l'a discuté avant, de quel type de trouble du sommeil pour se diriger vers une hypothèse du trouble et puis une proposition thérapeutique, hein. Vous voyez que c'est pas simple, hein, on en parle depuis 1 heure, donc c'est forcément pas simple. Donc c'est une fois qu'on a bien analysé tout ça qu'on peut aboutir à par quel traitement je vais pouvoir aider correctement le patient. C'est un peu comme pour tout en médecine, mais là, en l'occurrence, dans les troubles du sommeil, c'est vrai qu'il faut passer par toutes ces étapes un petit peu pour arriver à quelque chose de plus performant. Ouais, et d'adapter, hein. Donc la première mesure, évidemment, c'est si on détermine une cause précise, ben, c'est de traiter la cause, et du coup ça résoudra le problème. Exemple, la douleur. Voilà. Hein. Patient qui a Ensuite, mal, qui quand il se tourne dans son lit est réveillé par la douleur, grand classique. Bon, on va commencer pas par traiter le sommeil, mais par traiter la douleur. absolument, la cause. Appliquer les mesures d'hygiène du sommeil. Si la personne dysfonctionne dans son hygiène du sommeil, c'est là qu'il faut travailler et puis résoudre et mettre en place une meilleure hygiène du sommeil. Ensuite, si on a fait ces 2 mesures, on va se diriger vers une approche plutôt de type psychothérapeutique. Ça veut dire
pas forcément un médicament, mais travailler un peu sur les aspects psychiques liés au sommeil. Si le problème persiste, donc il faudra probablement arriver à une solution pharmacologique, certains médicaments. Hein. Alors, il n'y a pas que des médicaments durs avec des effets secondaires. On a parlé de la phytothérapie, c'est aussi une option. En première instance, certains remèdes à base de plantes peuvent être assez efficaces. Hein. La valériane, la mélisse, c'est des extraits qu'on peut concentrer dans un médicament et puis les prendre au coucher. Ça peut aider, voire même suffire. Hein. Souvent, on a quand même recours à des médicaments plus spécifiques et un peu plus costauds, si on peut dire, qui sont ce qu'on appelle les sédatifs, hypnotiques, somnifères, aussi anxiolytiques. Donc tout ça, en fait, ça décrit les benzodiazépines, ces fameux médicaments comme le Seresta, le Temesta, le Lexotanil. Ils ont ces propriétés qui peuvent aider le sommeil, qui sont aussi bien quand il y a un trouble anxieux. Donc ils ont plein de propriétés de ce type. On a aussi des somnifères un peu plus spécifiques. Tout le monde entend parler parfois du Stilnox ou de l'Imovan, c'est des molécules assez courantes. Donc là, c'est vraiment des somnifères hypnotiques qui agissent sur l'endormissement. Alors on les appelle benzodiazépines-like, ils vont fonctionner comme ceux dont vient de parler le docteur Azegui, donc ils vont être comme les benzodiazépines sédatifs hypnotiques, donc inducteurs du sommeil également, mais ils vont avoir un tout petit peu moins, les benzodiazépines-like, d'effets secondaires. Donc en général, quand on est convaincu au niveau médical qu'on doit prescrire quelque chose, on commence par ceux-là, c'est-à-dire ceux qui vont être le moins générateur d'effets secondaires par rapport à ceux que l'on voit dans toutes les prescriptions, que sont justement Temesta, Seresta et les autres, Dormicum, les vieux médicaments qui tous appartenaient à cette classe et qui ont des effets secondaires bien plus conséquents. Voilà, parce que le problème, c'est ça. Si la molécule n'engendrait aucun autre effet indésirable, pourquoi pas? Mais on verra qu'il y a des conséquences, malheureusement, qui dépassent le bénéfice qu'on a sur le sommeil. Hein. Et puis, parfois, quand on a des problèmes vraiment chroniques et des particularités dans les troubles du sommeil, on va prescrire d'autres molécules, comme les antidépresseurs. Alors, s'il y a une dépression associée aux troubles du sommeil, ça se comprend bien. Mais certains antidépresseurs ont des propriétés qui favorisent la qualité du sommeil. Donc, c'est intéressant, mais ça doit être vraiment pris au cas par cas et puis très spécifiquement prescrit et suivi, parce que c'est des médicaments qu'on prescrit à long terme en général, alors que le somnifère peut être pris ponctuellement pour passer un cap difficile. La mélatonine, c'est intéressant, donc aussi pour réguler le rythme. Hein, quelqu'un qui a un décalage du sommeil, qui s'endort par exemple très tôt à 5 heures de l'après-midi et puis qui se réveille à 3-4 heures du matin, si ce rythme commence à s'installer, attention, donc on va essayer plutôt de l'obliger à décaler son rythme, peut-être à prescrire de la mélatonine vers 9-10 heures le soir, qui est comme un signal que c'est maintenant que la nuit commence. Donc on régule le rythme. On la prescrit aussi après un décalage horaire lors des voyages, hein, pour recaler le rythme de façon un peu artificielle avec cette mélatonine. Le fameux jet lag dont on a parlé tout à l'heure, voilà. Souvent la prescription chez l'adulte, la mélatonine, ça marche, les gens sont contents. Ils prennent le temps du jet lag, de l'inconfort, ils s'améliorent et on arrête. Voilà. C'est un peu comme régler sa montre. Donc là, on donne une substance qui remet les pendules à l'heure. C'est pas si parfait, mais ça aide. Et puis il y a des techniques aussi, lorsqu'il y a un manque de stimulation de lumière, par exemple quelqu'un qui travaille constamment en milieu fermé ou qui est très peu exposé à la lumière, on va proposer ce qu'on appelle la photothérapie, la chronothérapie. C'est durant la journée, on va obliger la personne à recevoir de la lumière, par la lumière artificielle par exemple, ou à avoir certaines activités stimulantes qui vont un petit peu mimer une journée normale. Les neuroleptiques, peut-être? Pour qu'on vous entende bien, on va juste vous donner le micro. Je dis, le manque de lumière des soleils, ça peut tourber aussi les sommeils. Absolument, oui. Assez. Alors, l'hiver notamment, quand la Oui. luminosité est basse, il y a peu d'heures de lumière vive. Oui. Entre 11h et 3h de l'après-midi, par exemple, il y a de la lumière. Mais si on ne s'expose pas durant ces heures-là, on risque de manquer de lumière et puis d'avoir des phénomènes de troubles du sommeil et de troubles de l'humeur Moi, aussi. je croyais le contraire. Et s'il n'y a pas de lumière, tout est sombre, ça donne le sommeil. Pour la nuit. Pour la Oui, nuit. pour la nuit. Vous dites pour la journée. La journée, il Ok, faut une ok. exposition, une stimulation par la lumière. Et D'accord. effectivement, le soir et la nuit, il faudrait un environnement plutôt sombre
voire Oui, sans lumière. oui, Hein. oui, oui. C'est garder le rythme. Vous voyez, on Pour revient sur ce garder. qu'on disait. Donc, garder un rythme veille-sommeil qui corresponde au jour et à la nuit. Ok, ok. C'est ça qu'on D'accord. essaye de, Oui, 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 de oui. perdurer, enfin de faire continuer. Ouais, mais pour chaque perturbation, il faut voir la cause. Oui, C'est ça. C'est ça oui. pour oui, Mais bien l'idée dormir. d'aujourd'hui d'avoir quelque chose, ben, vous avez vu, d'assez complet, vraiment, c'est montrer avant tout, enfin c'était surtout notre souhait de bien montrer le fait que trouble du sommeil, vraiment, est une attente de prescription en Mhm. général, du psychotrope, donc du somnifère, et que en amont, il y a vraiment à explorer beaucoup de pistes Il faut pour arriver à ce qui va être utile réellement. Et utile, c'est oui. pas forcément, je dis pas que c'est jamais, mais c'est pas Mhm, forcément la prescription du somnifère. mhm, Là, mhm. tu citais, donc on a cité aussi dans la pharmacothérapie, vous voyez en troisième les neuroleptiques. Il faut bien imaginer qu'on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais un patient, par exemple, qui a des troubles cognitifs, c'est une contre-indication de prescrire comme somnifère des médicaments apparentés aux benzodiazépines. Donc, on va utiliser d'autres alternatives qui vont être également sédatives, également produire une anxiolyse, donc faciliter le sommeil, mais selon les pathologies de la personne qu'on va traiter, on ne va pas pouvoir utiliser les somnifères classiques, donc les fameux benzodiazépines. Et dans certains cas, on utilise des neuroleptiques, donc des médicaments qui sont a priori utilisés seulement dans la psychose, donc dans la schizophrénie, classiquement, et autres pathologies du type. Pas du tout, alors, pas du tout faire prendre peur aux gens en disant, mon Dieu, mais je ne suis pas schizophrène, et pourtant, non, mais néanmoins, qui sont utiles à petite dose, avec la prescription correcte, le choix correct par rapport au type de neuroleptique, utiles pour dormir, donc, et ce ne sont pas des somnifères, mais en fonction, je dis bien, des pathologies qu'ont les patients. Et un dernier point important, l'habitude de prendre un somnifère, c'est banalisé, c'est vrai. Et une fois qu'on commence, peut-être on va se dire, sans ça, je ne peux pas dormir. Ça devient presque un réflexe, comme se brosser les dents. On prend son somnifère. Donc attention, c'est quelque chose de spécial. Si on le prend, il faut le prendre pour une durée déterminée, réévaluer si c'est toujours nécessaire. Sinon, s'installe cette dépendance, puis cette crainte peut-être de si je ne le prends pas, je ne vais pas dormir. Donc ça devient un cercle vicieux où on est attaché psychologiquement et même physiquement à cette molécule. Donc il faut que ce soit cadré dans un temps limité par le médecin ou si on est capable de le faire tout seul. Alors là, on aborde le problème de la dépendance, de la tolérance, et peut-être vous dire un mot que dans la prescription, donc à l'inverse, en voulant, si vous voulez, éviter que les patients qui prennent des somnifères depuis longtemps arrivent à s'en passer, je pense que dans ma pratique courante, je suis pratiquement à 99,9% d'échecs. On n'y arrive pas. Donc des gens chez lesquels vous pensez que c'est pas bien, vous êtes convaincu qu'on pourrait faire mieux, etc. On essaye de convaincre le patient, mais c'est un ensemble de choses, une habituation, donc la dépendance, hein, parce que c'est des médicaments qui induisent une dépendance, mais surtout le côté peut-être confortable psychique de dire mais c'est mon médicament pour dormir, si je l'enlève, je ne vais pas dormir, et que l'essai de même une nuit va pas être possible, on en arrive à des prescriptions de 20, 30 ans de somnifères et peut-être d'une efficacité qu'on va dire nous certainement pas bonne ou inutile, mais par rapport à laquelle on ne pourra pas arriver à faire mieux. Donc c'est aussi vous livrer un sentiment d'échec quand même qui est réel par rapport à tenter de ne pas prescrire, voire de supprimer une fois qu'ils sont pris depuis très longtemps les médicaments de type somnifère. Alors, on redonnait quelques hygiènes de vie par rapport au sommeil. L'activité physique, on en a parlé. L'exposition à la lumière, on en a parlé avec la question de madame, on a ressuscité cela. Éviter la consommation, donc en résumé, de quelque chose, de boissons notamment et autres, stimulantes, caféine, alcool, on a dit boissons énergisantes, tabac, hein, oublions pas, de bien dire aux gens que ceux qui font les pauses toutes les heures, et puis qui ensuite se plaignent de troubles du sommeil parce qu'ils vont tirer leur dernière cigarette juste avant d'aller dormir, c'est clair que tout ce rythme-là fait que
Bien entendu, la nicotine étant quelque chose de psychostimulant, encore un sujet de plus qui va perturber l'activité du sommeil. Éviter en fin de journée, hein. Voilà. Hein, vous voyez les gens qui disent: «Ah mais je vais fumer ma dernière cigarette avant d'aller dormir». Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais on est aussi, je dois dire, dans l'échec, franchement, quand on essaye d'expliquer ça aux gens, parce qu'évidemment, ça fait partie d'une façon de faire qui semble peu en lien pour la plupart des gens avec le sommeil et l'hygiène de sommeil. Et pourtant, oui. Éviter les activités psychostimulantes, on parlait des téléphones portables, on parlait de l'ordinateur, s'endormir avec, continuer à faire des activités, ah, je dors un petit peu, ah mais tiens, pouf, ça sonne, hop, on répond. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter de faire. Limiter le temps passé au lit, on l'a dit, la sieste et leur durée, hein, raccourcir les siestes, adapter température, exposition au bruit, favoriser l'obscurité, ça semble évident, mais néanmoins, il faut l'explorer, hein. Les gens qui dorment, il y en a plein qui dorment les fenêtres grandes ouvertes. Ah, je suis réveillée le matin tôt, oui, évidemment. Quand c'est l'été à 6 heures du matin, on est réveillé par la lumière, déjà. Et puis, préférer les horaires de coucher, bien dire aux gens qu'on dort plutôt la nuit, parce qu'il y a tout le rythme nictéméral qui joue un rôle, vous l'avez compris maintenant, sur la sécrétion de mélatonine. Donc, il ne faut pas dire, ah ben tiens, aujourd'hui, ben voilà, je suis en télétravail, je vais dormir la journée, je vais travailler la nuit. Non, c'est pas si simple parce qu'on va avoir des répercussions sur notre horloge biologique. Puis avoir toujours un bon lit, hein, ça c'est... Peut-être pas ceux d'époque. Voilà, merci. C'est juste pour dire, disons, la mélatonine, j'ai essayé. Ça m'a le contraire. Est-ce que c'est possible? Ou c'est dans ma tête? Alors comme toujours, Ça compte. avec la prescription d'un médicament, on a une petite partie d'effets d'échec ou d'effets contraires. Je suis dans celle-là. C'est rare, c'est vrai. Alors il faut voir si c'est pris à la bonne heure, s'il y a d'autres médicaments associés qui vont... Non, en principe, non, je ne prends pas d'autres médicaments. Ah bon, d'accord. Pardon, excusez-moi. Mais encore une chose, ça m'arrive rarement parce que j'avais un couple de connaissances qui sont 85-86 ans, ils prenaient toujours du Temesta le soir. Mais pendant des années, cognitivement, ils n'ont jamais eu de problème. Et il m'avait dit une fois, il m'a dit, pourquoi tu n'en prends pas le soir? Je ne le prends pas, mais je l'ai là, toujours à la maison. Des fois, ça m'arrive d'en prendre peut-être 4-5 fois par mois. Mais la troisième part, de le prendre vers, parce que je m'endors, je dors 3, même 4 heures, mais c'est rare, c'est plutôt 3. Puis je me réveille, je me lève, je me mets à lire. Et des fois, je me remets au lit et je dors. Et des fois, je n'arrive pas, je suis très, justement, les jambes qui bougent et tout ça. Et je pense ça, donc, la troisième. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça va me faire cognitivement, justement. On peut quand même vous rassurer, hein, on a dit précaution avec ces médicaments. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques et dangereux d'emblée. Là, comme vous décrivez, vous le prenez de façon raisonnable, en évitant de prendre tous les jours. Voilà, ça c'est important de faire des interruptions, d'essayer de ne pas prendre tous les jours, mais peut-être un jour sur 2 ou quelques jours par semaine ou par mois, puis de faire des périodes sans, pour pas que l'organisme s'habitue et devienne dépendant. Alors, le moins c'est le mieux, c'est ça la règle, prendre la dose minimale nécessaire. Ça va avoir un effet... Évidemment. Certes, c'est efficace si vraiment le trouble du sommeil est très grave, peut-être qu'une période qui a été jugée utile par votre doctoresse de vraiment... Mais si on peut éviter de le prendre le plus régulièrement, c'est mieux, hein. Alors, il y a une autre règle qu'il a citée, mais peut-être j'aimerais mettre encore l'accent dessus, c'est la dose. Hein. Il n'y a pas que la prise, il y a la dose. Donc, ce n'est pas forcément prendre le comprimé entier, c'est plutôt bien de commencer par, si on peut, un quart ou une demi. Si ça marche déjà, d'accord, on va induire en diminuant la dose moins de tolérance, moins de dépendance, moins d'effets secondaires. Donc,
le comprimé, notamment le comprimé, quel que soit le comprimé, mais souvent les psychotropes, c'est pas pareil pour les médicaments qu'on va utiliser pour le cœur, pour la tension, etc. Mais pour les médicaments somnifères, c'est bien de partir à une petite dose. Alors peut-être ce que la doctoresse vous a dit, c'est prendre, si vous le prenez régulièrement et tout, attention à ne pas arrêter brusquement. Pourquoi? Parce que comme on induit une dépendance, si on arrête brusquement, on va avoir des effets secondaires de rebond à l'arrêt brutal du médicament. D'accord? Donc, l'idée, c'est on décroît. Si on prenait un comprimé, on en prend une demi, puis 0. Et là, on va moins induire des phénomènes de sevrage à l'arrêt brutal du médicament. Ça, c'est comme tout sevrage de médicaments qui induisent une dépendance. Pareil pour les opiacés, les morphiniques. Hein? Non, il ne faut pas être catastrophiste, c'est vrai, avec ces médicaments, mais comme je l'ai dit, le moins, c'est le mieux. Et puis, ça ne doit jamais être une solution unique. Il faut continuer à prendre les mesures en parallèle de bonne hygiène du sommeil et pas se dire, ça résout tout et j'utilise ça de plus en plus puisque ça me convient. Ça doit être un outil ponctuel et pas quelque chose de principal dans le traitement. Vous utilisez certaines techniques. Le sommeil ne peut pas être parfait, c'est vrai, il faut essayer si la nuit n'est pas continue, de faire, comme vous dites, des petites manœuvres, trouver des trucs pour qu'au moins on ait une quantité acceptable. On va Alors devoir voilà, bientôt finir. donc Ouais. en parallèle, comme on dit, les médicaments, certains outils, mais ne pas oublier les techniques qu'on a développées qui peuvent être très utiles, hein, souvent conduites par un psychologue ou un psychiatre ou un spécialiste de la médecine du sommeil. Alors, les méthodes de relaxation, ça c'est classique, on peut le pratiquer soi-même, c'est bien de se le faire enseigner une fois pour pouvoir le répéter. L'auto-hypnose, notamment pour l'endormissement, hein, se Ça marche, hein? représenter, se mettre dans un... Bien sûr. Exactement. Plutôt que de penser à des choses stressantes ou des choses préoccupantes qu'on va faire le lendemain, plutôt se mettre dans un état un petit peu de conscience modifiée, qui est comme un pré-rêve, et puis alors ça s'enseigne. C'est pas facile, mais ça s'exerce, c'est des choses qui s'exercent. Et puis voilà, je vais pas m'attarder trop, mais il y a des thérapies vraiment suivies qui sont pratiquées en consultation, des thérapies cognitivo-comportementales pour déconditionner les mauvaises habitudes et les problèmes de sommeil et restaurer en fait une habitude naturelle du sommeil. Donc c'est des techniques qui sont travaillées en consultation. L'idée est toujours la même, ne pas banaliser la prescription qui est l'issue la plus facile pour tout le monde. Hein. Le patient, il est content, je disais tout à l'heure, il part avec son ordonnance et le médecin, il a réglé le problème avec un minimum de temps. Vous voyez, c'est bon. Pas oublier, on a le TARMED au-dessus de nous tout le temps. Donc les 20 minutes de consultation, c'est clair que faire une anamnèse de sommeil, ça va peut-être prendre 3 consultations. À 20 minutes. Et puis, sortir avec l'ordonnance en 20 minutes, c'est faisable. Mais on n'a pas travaillé complètement, on va dire ça comme ça. Mais souvent, tout le monde est content. Vous êtes prudente. Alors, relaxation physique déjà, hein, se détendre, se mettre dans une position agréable, respirer profondément et calmement. Hein. Donc ça nous met dans un état effectivement propice au sommeil. Oui. Ça peut se pratiquer effectivement en gymnastique douce et différentes. Il y a des pratiques qui le suggèrent et Mhm. qui apprennent aux gens à le faire, le yoga, le tai chi. Donc il y a des pratiques vraiment d'activité physique qui apprennent aux gens, même utiles dans d'autres problèmes médicaux de type anxiété et autres, qui vont apaiser, donc relaxation. Elles vont être utiles pour d'autres problématiques, comme elles le seront pour rentrer en condition de mieux dormir. Ouais, donc pour résumer ce qu'on a dit, ce qu'on attend d'un médicament, parce que malgré tout, si on doit en prendre un, il faut choisir un qui a un délai d'action rapide. Hein. Si on prend un somnifère et qu'il agit 5 heures après, ce n'est pas très utile. Qu'il a une durée d'action assez brève ou moyenne, pour pas qu'il y ait un effet résiduel et qu'on soit endormi et apathique le lendemain matin.
hein. Si on prend la voiture, on va travailler, c'est particulièrement important. Et il Pardon, y a je rebondis là-dessus. Prise de somnifères, hein, on dit aux gens, moi je donne un horaire, je dis vous travaillez le lendemain, faut pas les prendre après 3 heures du matin. D'accord? Parce que non, les gens, ils se réveillent à 5 heures, ils veulent encore dormir 2 heures, ils prennent le somnifère, ils vont se réveiller. Comme ça, titubant, hop, ils prennent le volant. D'accord? Donc, bien cet indice-là, durée d'action, il faut bien préciser la durée d'action 6 heures, 8 heures. Attention, ne pas le prendre trop tard dans la nuit ou trop tôt le matin. c'est assez logique, hein. Un potentiel de dépendance, c'est-à-dire un médicament qui, si possible, n'engendre pas trop vite une addiction. Ça, c'est le spécialiste qui connaît, qui peut choisir quel type de médicament il va prescrire. La marge thérapeutique, ça veut dire qu'il y a certains médicaments qui, si on dépasse une certaine dose, peuvent avoir des conséquences graves rapidement sur la respiration, sur le système cardiaque. Donc, attention, il y a aussi des molécules plus ou moins à risque, hein. Et ça, c'est le médecin qui gère. Exactement. Et les effets secondaires qui existent, il faut les connaître, hein. On a parlé des troubles de la concentration, par exemple. Ça peut être la fatigue, ça peut être qu'est-ce qu'on a d'autre, faiblesse musculaire, des choses comme ça. Donc, il faut les connaître et puis choisir ceux qui ont le moins d'effets secondaires. Encore une fois, c'est le médecin. C'est pour ça que je dis la banalisation du somnifère qu'on peut prendre. Tout le monde connaît certaines molécules et on les prend comme ça. Toujours à prendre un avis spécialisé d'abord. Donc, on est souvent... Là, on vous a mis un petit peu les effets secondaires dont on a parlé et on va juste le CPAP, la description. On n'a pas les apnées du sommeil. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a les apnées du sommeil? On avait oublié de montrer qu'il suffit de prendre ce joli appareil pour résoudre. Ça a été beaucoup amélioré. Il y en a des petits, il y en a des ventilateurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut en faire le diagnostic parce que là, le traitement, c'est pas le médicament. C'est le CPAP, c'est ça. C'est cet appareil qui insuffle une pression positive d'oxygène qui va donc oxygéner les voies aériennes et de fait le sang durant la nuit, là où il y a ces phénomènes d'hypoxie qui génèrent les réveils du patient. Et du coup, le patient dort, il dort avec cet appareil, ce masque qui insuffle de l'oxygène donc en permanence. Et maintenant, il y a eu des améliorations folles dans ce type d'appareillage où avant, les patients étaient très gênés par la taille, le bruit, etc. Et maintenant, on arrive à avoir des patients appareillés qui dorment, qui font dormir leur conjoint parce que du coup, ils ne se réveillent plus avec des appareils tout à fait utiles et en même temps qu'ils peuvent supportables. Alors, en conclusion, tu veux... Alors, le cerveau qui sommeille, rappelez-vous, il est en fait bien actif. On l'a vu dans les quelques enregistrements également qu'on vous a montrés, les 5 phases du sommeil. La qualité du sommeil, quand même, en prenant de l'âge, tend à baisser, mais néanmoins, il n'y a pas forcément besoin de médiquer toutes les personnes âgées. Je pense que s'il ressort quelque chose qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est avant faire une bonne anamnèse du pourquoi la personne se plaint de problèmes du sommeil avant même d'imaginer la prescription. Et puis, les répercussions des troubles du sommeil peuvent être évidemment un objet de discussion par rapport à la santé générale de la personne, mais également à son fonctionnement diurne. Ne pas oublier la personne qui travaille, donc le fonctionnement de tous les jours aussi. Et puis, ne pas oublier que souvent, les causes des troubles du sommeil sont multifactorielles. Il ne faut pas chercher un seul registre. C'est pour ça que l'exploration de la globalité est importante, parce qu'on va trouver peut-être plusieurs causes sur lesquelles on va devoir s'appliquer pour obtenir une amélioration. Et la deuxième partie, les conclusions sur le traitement. Donc d'abord, trouver et traiter la cause, essayer des mesures non pharmacologiques, voir s'il y a une substance ou un produit qui peut engendrer des troubles du sommeil. Le plus facile, c'est donc de l'arrêter, pas besoin de prescrire autre chose, plutôt enlever quelque chose qui est néfaste. S'il faut prescrire un somnifère, il faut bien le choisir, discuter avec le médecin et réévaluer régulièrement cette prescription. Ce n'est pas le début d'un traitement à vie, c'est pour une période et puis réévaluer si ça va mieux, s'il y a un bénéfice aussi souvent que possible. Ne pas oublier toujours les mesures psychoéducatives qui sont souvent des choses de bon sens, qui paraissent évidentes, mais on est surpris de voir que la plupart des personnes finalement ne les respectent pas beaucoup et font des erreurs. On les voit volontiers chez les autres, mais chez soi, avec les habitudes qu'on prend,
voilà, on a l'impression que tout va bien comme ça et on ne se rend pas compte que c'est peut-être là qu'il faut changer quelque chose, ses habitudes d'alimentation, d'activité, d'exposition à la lumière, etc. Hein. Donc c'est bien d'avoir un regard extérieur qui va remettre les choses un peu en place et réguler ça. Et souvent, malheureusement, les méthodes psychoéducatives sont celles qui sont le moins captées, le moins acceptées, alors que c'est celles qui vont nécessiter et disons, avoir le moins de conséquences. Hein, c'est comme quand on dit aux gens, il faudrait pouvoir marcher tous les jours, avoir une activité physique tous les jours. Malheureusement, euh, on est souvent dans l'échec par rapport à quelque chose de l'ordre du psychoéducatif. Et en médecine, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Ce qui est peu L'échec, spectaculaire est oui, souvent plus efficace. l'échec de la psychoéducation, c'est vrai qu'on on le constate tous les jours, malheureusement. Et le grand domaine du rêve, qui ferait peut-être l'objet d'une conférence à part, hein, qui est tout un ensemble, une dimension encore très mystérieuse, mais intéressante. Donc si vous avez un intérêt particulier, vous pouvez vous référer à des ouvrages sur l'interprétation du rêve de Freud notamment. Non, c'est fabuleux, pas forcément compliqué, vraiment exaltant si on est intéressé, parce qu'on peut faire des parallèles, on peut apprendre, comme toujours, des choses sur soi aussi. Donc, c'est pas uniquement de la psychanalyse pure et dure, mais c'est un aspect qu'il avait évoqué dans l'analyse des rêves, qui est plutôt, je trouve, très fascinante. Les rêves prémonitoires. Alors maintenant, vous n'avez pas le droit de dormir, mais d'aller déjeuner avec un peu de retard. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Mais merci à vous. Merci. Hein. Merci. Et on se reverra, alors on l'espère, si le virus veut rester gentil, cet automne. Donc là, il y aura encore une conférence qui sera donnée sur le Parkinson, je crois, en juin, par le docteur Boumengel, qui fait partie aussi des gériatres genevois. Et nous reprendrons les conférences en fonction un petit peu des sujets qui vont nous être un petit peu, on va dire, demandés. Je pense à partir de l'automne, si je dirais la situation sanitaire, bien entendu, toujours le permet. Voilà. On est optimiste. Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.